à tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière quotidienne de la semaine qui démarre tout de suite. Au sommaire de l'émission, nous suivrons l'entraînement de cavalières calédoniennes qui se préparent pour le championnat de France. Ce sera tout à l'heure avec Jamie dans ses sports. Puis Anna s'occupe de nous, elle nous parle aujourd'hui de l'hypnothérapie, une pratique peu connue. Nous verrons ce que c'est et à quoi ça sert surtout. Puis, avec Falaïd, en demander le programme comme d'habitude, les sorties à prévoir pour ce week-end. Et puis, elle fera également un coup de projecteur sur 3 comédiennes très appréciées des Calédoniens qui nous parleront de leur Free Woman Show 2. Et pour finir, la science et nous avec Mara, nous verrons si les nouvelles technologies sont capables d'imiter, d'égaler et voire même de surpasser les capacités parfois extraordinaires de nos amis les bêtes. Mais avant, je reçois notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui Adrien Strizewski, plus connu sous le nom de DJ Mr. T. Bonjour Adrien. Bonjour Chloé. Alors tu es membre de l'association Nice to Meet You et tu es venu ici aujourd'hui pour nous parler aussi du projet Inside Out Nouvelle-Calédonie. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est Nice to Meet You ? Donc Nice to Meet You, c'est une association qui a pour but de mettre en avant les arts et musiques alternatives en Nouvelle-Calédonie. Donc on organise pas mal d'événements. Vous faites quelles actions à peu près, oui. On fait pas mal de soirées où on fait venir des artistes internationaux. Donc je pense qu'on a dû faire venir une quinzaine depuis qu'on a commencé, depuis 3 ans. C'est toujours sur des créneaux assez particuliers, des musiques alternatives. On est entre le hip-hop et l'électro. On a fait venir vraiment plein de monde. D'accord. Et donc, comme je le disais, tu viens ici pour nous présenter le projet Inside Out Nouvelle-Calédonie. Alors, Inside Out, c'est un projet qui est quand même international. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet ? Oui, donc c'est le projet Inside Out, c'est à l'initiative de l'artiste parisien JR, qui a commencé à prendre des gens en photo, en portrait, et imprimer sur du papier en noir et blanc, et ensuite c'est collé sur des murs, en ville, sur le sol. Donc, il a fait beaucoup de grosses actions avec des installations relativement massives comme à Times Square à New York ou le Panthéon Paris, les favelas au Brésil, grosse installation avec des énormes regards sur des favelas étagées, donc c'est assez impressionnant. En 2011, il a gagné le TED Prize en rendant son action, si on veut, publique ou participative, c'est-à-dire que via son site web, il incite des groupes d'action dans le monde à porter son projet de manière indépendante. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu plus de 850 groupes d'action qui ont porté son projet et environ 250 000 portraits à travers le monde qui ont été réalisés. Et donc voilà, nous, on est un de ces 850 groupes d'action. Et Nice to Meet You porte ce projet en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Alors oui, le projet Inside Out a voyagé de l'Équateur jusqu'au Népal, du Mexique en Palestine. Comme tu as dit, il y a eu beaucoup de groupes d'action et effectivement, le projet a voyagé jusqu'ici en Nouvelle-Calédonie. Alors sous quelle forme, puisque c'est Nice to Meet You du coup qui récupère le projet, comment ça se passe ici en Calédonie ? Comment ça se passe ? Ça se passe bien. Sous quelle forme ? C'est-à-dire, vous prenez aussi des portraits de gens, de Calédoniens, c'est ça ? Oui, voilà. Donc on a choisi 2 photographes avec qui on a l'habitude de travailler, en qui on croit et on aime beaucoup leur travail. Il s'agit de Paco et Rémi Chapman qui nous ont suivis sur toute cette aventure. On est parti, donc avant de partir, on a fait des photos déjà à Nouméa dans le cadre des 160 ans de la ville de Nouméa. Donc on a profité de cette organisation pour prendre plus de 160 portraits de Nouméens ou de gens du Sud, qu'on a ensuite collé sur les murs de la FOL. Sur la place des Cocotiers. Sur la place des Cocotiers et les murs du Centre d'Art. Il y avait eu quelques grosses installations, des grands portraits sur les murs extérieurs du Centre d'Art. D'accord. Et dans un second temps, on est parti en tournée de la Grande Terre, en Brousse et à Lifou. C'est dans le cadre d'une tournée tournée musicale avec des groupes de musique locaux. Et donc on a profité de cette logistique et aussi de l'afflux de monde autour des concerts pour prendre les photos des gens du Nord. Donc on avait fait Koné, Koumak, Pointe-Dimier et aussi Lifou. Et donc tous ces portraits qu'on a pris dans la Grande Terre et sur les îles vont être collés à la FOL. D'accord, donc c'est des gens que vous rencontrez sur place, vous leur demandez est-ce que vous êtes d'accord pour être pris en photo ? Oui, voilà. Oui.
Ça se passe comme ça, direct Là, on avait la chance qu'il y avait des concerts, donc il y avait déjà du monde qui venait. Nous, on a fabriqué une photocabine, on l'a un petit peu habillée, histoire d'un petit peu attirer les gens. Et puis sur les événements, on allait voir les gens, leur expliquer le projet et leur demander s'ils voulaient participer, déjà dans un premier temps, en se faisant prendre en photo. Et comment ça s'est passé? Les gens ont joué le jeu? Oui, on se demandait justement, dans le Nord, on ne savait pas trop le rapport à l'image, si c'était... si les gens allaient être un petit peu réservés par rapport à ça, mais pas du tout. Les gens se prêtent au jeu. Quand on leur explique le projet, ça leur plaît vraiment. Et puis de se retrouver, acteur du projet par son image, on a eu vraiment un bon feeling avec ces gens-là. Et ils ont vraiment apprécié se faire prendre en photo. Et on a eu beaucoup de personnes qui nous ont demandé s'il allait y avoir un casting par la suite, si on allait choisir les plus belles photos, enfin, je ne sais pas, les gens les plus beaux, enfin tout est relatif, mais non, vraiment. C'était pas le critère, quoi. On peut même faire une grimace. Mais oui, bien sûr. C'est vraiment nature, quoi. C'est nature, il n'y a pas de sélection. Et le but, c'est vraiment de mettre en avant, plus que les Calédoniens, je dirais les gens qui vivent en Calédonie. Voilà, donc la diversité, en fait, de la population calédonienne ou vivant en Calédonie. De Nouvelle-Calédonie. Oui. Et d'accord. Est-ce que vous avez eu pour ce projet un soutien des collectivités? Oui, grâce à eux. Sinon, on n'aurait rien pu faire, bien sûr. On a eu le soutien de la province Sud, province Nord, le gouvernement, la mission aux affaires culturelles. D'accord. Et voilà. Et la mairie de Nouméa aussi, bien sûr, dans un premier temps. D'accord, très bien. Alors, donc ces photos, elles ont été collées à la FOL. Pour le projet donc Regard sur la ville qui est prévu donc demain, ce samedi 23 mai. Qu'est-ce qui est prévu pour cette journée? Qu'est-ce que c'est? Alors déjà juste pour revenir sur les photos qui ont été collées, pour l'instant on a seulement collé les très gros portraits. Donc vous pouvez lever la tête, regarder la FOL et vous verrez des portraits assez massifs qui regardent vers la ville. Mais demain on invite les gens à venir nous voir pour nous aider à coller les portraits restants. Je pense qu'il reste à peu près 100 mètres carrés de portraits. Ah oui. Donc, il y a de quoi faire. Et on va animer toute la journée. Ça sera de 10h30 jusqu'à environ 20h. On aura un petit sound system avec des DJ de crew et collectifs locaux. Il y aura une démonstration de graffiti. Et en fin de journée, une projection VJing avec Wawa Crew qui fera des projections sur les murs de la FOL. D'accord, donc tout ça demain à partir de 10h30. C'est ça. N'importe qui vient, c'est gratuit. C'est ouvert, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et vraiment, le but du projet, c'est de venir et participer. Donc certaines personnes ont participé en prêtant leur image pour être ensuite tirées en photographie. Mais on invite aussi beaucoup de monde à nous aider à participer à la pose des portraits, puis salir un petit peu les mains. Ouais, c'est sympa. Alors, nice to meet you. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir, un petit peu artistiques? Oui, on a plein de projets. Le prochain projet sera pour la fête de la musique. On fait venir, alors c'était le tout premier artiste qu'on a booké, qu'on a fait venir il y a 3 ans. Il s'agit de DJ RH. Un DJ plutôt hip-hop électro qui a été 7 fois champion de France d'IMC et 2 fois vice-champion du monde. C'est quand même une grosse pointure. C'est une grosse pointure et une grosse référence en termes de DJing français. Donc il sera là en Calédonie pour... il va y avoir plusieurs soirées et un atelier DJ aussi au Rex. Donc on invite les DJ qui veulent apprendre ou se perfectionner en scratch. Ah, c'est sympa. C'est pour quand ça exactement? Ça sera le jeudi avant la fête de la musique, donc je crois que c'est le 18 ou enfin bon, à vérifier. Au mois de juin. Fête de la musique c'est le 21, c'est tombe un dimanche, nous on fait ça le jeudi. D'accord, très bien. Si on veut vous suivre un petit peu, est-ce qu'il y a des contacts? Bien sûr, oui. Vous avez une page Facebook par exemple? Oui, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. On a une page Facebook Nice to Meet You. Et aussi, pour le projet Inside Out, on a créé une page Facebook Inside Out Nouvelle-Calédonie. Tout y est. Vous verrez, il y a un événement Facebook pour la journée de demain. Tous les détails sur ce qu'on a fait, ce qu'on fait et le projet Inside Out en général. D'accord, super. On espère que le public sera intéressé et viendra au rendez-vous. On espère vous voir, oui. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je t'en prie, merci à toi. Et nous, on rejoint Falaï pour l'agenda, c'est tout de suite.
Salut Falaï. Salut Chloé, bonjour à tous. Alors pour ce dernier agenda de la semaine, je vous propose de commencer par la province Nord. On ne change pas les bonnes habitudes. Oui, alors on commence avec une petite info du côté de Wawilou. Oui, alors la commune de Wawilou qui fêtera les plantes demain. Alors c'est organisé par l'association Giro, qui veut dire Cordiline en indien, en collaboration avec la mairie de Wawilou. Alors c'est tout de même la 11e édition et de nombreuses activités et animations vous seront proposées. Alors pour plus d'informations, il faut appeler le 42 52 20. C'est donc à Wawilou demain, samedi 23 mai. Et nous, on continue avec un concours d'écriture sur le thème du fait divers. Oui, voilà. Alors, concours littéraire organisé par l'association Écrire en Océanie, la médiathèque Ouest et Nord, ainsi que l'association des bibliothécaires de la province Nord. D'accord, alors que faut-il faire? Alors, les participants devront écrire une nouvelle s'inspirant de faits divers parus dans les journaux du Pacifique et ils fourniront ensuite l'article de référence. Très bien, et ensuite on l'envoie où? Alors vous avez deux solutions. Alors soit vous l'envoyez par mail à contact@écrire-en-océanie.nc ou soit vous le déposez directement en 6 exemplaires chez chez les partenaires relais. Alors vous pouvez avoir la liste complète de ces partenaires en allant directement sur leur site écrire-en-océanie.nc. Donc tout ceci avant le 30 mai, donc il vous reste une semaine. D'accord, et on continue en direction de Pointe-d'Imier avec l'association Mascop. Alors qui veut dire mission d'accompagnement à la scolarité en province Nord. Donc elle est basée à Pointe-d'Imier et en plus de l'accompagnement scolaire, elle a pour objectif de lutter contre l'illettrisme. D'accord, et qu'est-ce qu'elle propose, pardon? Alors des professionnels de l'apprentissage de la lecture proposent d'accompagner les personnes qui ne savent pas ou plus lire sur le chemin de la lecture. Donc voilà, pour plus de renseignements, il faut contacter le 47 10 17 ou le 85 70. D'accord, et on continue dans le monde de la lecture avec le Bibliobus. Oui, le dernier mercredi du mois, le Bibliobus se déplace jusqu'au foyer socio-culturel de la tribu de Tchamba à Poneroin. Et donc, rendez-vous mercredi 27 mai à 14h avec le Bibliobus. Donc, comme d'habitude, consultation des documents sur place, emprunt des livres, etc. Un numéro peut-être? Oui, alors vous pouvez appeler le 42 67 00. D'accord, c'est noté. Et on quitte la province Nord et on poursuit maintenant avec une exposition intitulée Calédoune, Arabes et Berbères de Nouvelle-Calédonie, hier et aujourd'hui. Visible donc depuis hier, jeudi 21 mai, au Centre culturel Chibaou. Voilà, tout à fait. Cette exposition retrace l'histoire de la communauté arabe installée de force en Nouvelle-Calédonie au 19e siècle. On passe des heures sombres, du bagne aux retrouvailles avec les familles en Algérie, en passant par les récits de vie des grandes figures calédoniennes descendantes des Arabes. D'accord, c'est à la fois une leçon d'histoire et puis aussi un témoignage qui raconte le passé de cette communauté qui s'est retrouvée donc en Calédonie. C'est tout à fait ça. Alors cette expo a été présentée en 2011 à l'Institut du monde arabe à Paris et là elle est présentée dans le cadre de la Journée internationale de la diversité culturelle qui a lieu tous les ans le 21 mai. Voilà, l'expo est visible jusqu'au dimanche 16 juin au Centre culturel Chibaou. Mais pour plus d'informations, il faut appeler le 41 45 45. Voilà, et ça bouge du côté de Bourail ce week-end. Mais oui, alors grâce à l'occasion de l'événement Nuit des musées, le musée de Bourail invite les gens à découvrir leur musée dans le noir avec une petite lampe de poche. C'est rigolo ça. Oui, alors, il y aura d'autres animations? Oui, alors les visiteurs nocturnes peuvent rester pour assister au bal folk animé par la compagnie Le Pied Levé sous les étoiles dans une ambiance conviviale. C'est donc demain, samedi 23, au musée de Bourail. La visite du musée dans le noir se fera de 18h à 20h, le bal folk de 19h30 à 22h. Voilà, pour plus d'informations, il faut appeler le 46 46 12.
Très bien. Et on finit avec une conférence dont le thème est « Comment se préserver en tant qu'aidant ». Voilà, c'est le Centre communal d'action sociale, le CCAS de Nouméa, qui propose un cycle de conférences bimestrielles destinées aux aidants familiaux, aux familles et aux professionnels. Et donc là, c'est Dominique Pinault, psychologue au Centre hospitalier spécialisé de Nouville, qui animera cette conférence. D'accord. Pour quelle date? Alors c'est ce mardi 26 à partir de 18 h à l'auditorium du centre administratif de la province sud. Mais bon, voilà, ce sera tout pour moi, Chloé. Très bien, merci Falaï pour ces infos. On te retrouve tout à l'heure pour demander le programme. Mais de rien, et à tout à l'heure. Et nous, on retrouve Jamie, c'est sport, c'est tout de suite. Bonjour Jamie, alors aujourd'hui dans ces sports, il sera question d'équitation, une discipline qui est très présente ici au pays. C'est ça, bonjour Chloé et bonjour à tous. Depuis 2 ans maintenant, notre discipline souffre d'un manque de médiatisation. C'est une parole donnée par le seul conseiller technique du pays, Thibaut Damas. Alors bien que le monde équestre se sente un peu délaissé, le monde des chevaux et des hommes arrive tout de même à se développer avec un rythme de croisière assez correct. 20 clubs ou plutôt 20 structures équestres pour 2500 licenciés. Cela suffit pour que la discipline devienne la 3e du pays la plus pratiquée. D'accord, mais l'équitation c'est assez général. Quelles sont les disciplines qui sont pratiquées? Alors il y a le saut d'obstacle qui est, je dirais, c'est vraiment l'épreuve reine de l'équitation. Après on trouve l'endurance, le dressage ou encore les jeux équestres qui sont les principales disciplines donc concourues par les cavaliers et bien entendu les cavalières. L'équitation, c'est de la compétition, mais c'est aussi du loisir caractérisé par ce qu'on appelle le tourisme équestre. Alors le tourisme équestre, c'est quoi? Ce sont des randonnées à cheval proposées toujours par les différentes structures du pays. Plusieurs disciplines pour un large public, novice et confirmé sous toutes ses formes. L'équitation vraiment propose plusieurs formes d'établir, je dirais, une relation de confiance et de respect avec le cheval. D'accord, alors j'ai entendu dire des cavaliers qu'ils étaient complètement transformés par le cheval. Comment ça s'explique ça? Alors ce fut un temps où le cheval ne faisait qu'obéir aux ordres, Chloé. Depuis, le cavalier ou la cavalière est devenu non plus le maître, mais le coéquipier. L'équitation, c'est l'un des rares sports, je dirais, à allier 2 athlètes, cheval et le cavalier. Dans le succès, je veux dire la réussite et les performances dépendent de la relation de confiance et de respect toujours qui est établie entre nos deux sportifs. Alors comment un cheval peut-il transformer un homme? Je vous propose d'écouter la réponse de Thibaut Damas, conseiller technique du comité régional d'équitation. Déjà, tout d'abord, c'est un animal assez extraordinaire. Donc, et on vit une époque où, avec le progrès, avec Internet, tout va plus vite. Et le cheval, ça nous remet à un rythme un petit peu plus normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique pour le dresser, que ce soit pour l'élever également. Donc, on réapprend à vivre en biorhythme avec un animal qui en retour nous donne beaucoup si justement on prend le temps de le comprendre et de l'aimer. C'est comme dans le corps médical aussi, on essaye avec des handicapés mentaux ou physiques d'amener l'outil, entre guillemets, l'outil cheval, tout simplement parce que le cheval il a une sensibilité et il se met à la hauteur, il arrive à se mettre à la hauteur de personnes en réinsertion ou des personnes qui ont des problèmes physiques ou mentaux. Donc avec des personnes qui habituellement pourraient être violentes, le cheval arrive par sa présence à les calmer, puis par sa masse tout simplement, parce que ça fait 400 kg quoi, à peu près. Donc on peut se méfier parce que sans le vouloir, il peut nous faire mal. Et c'est une sensibilité, donc l'animal se met à hauteur de l'humain à côté. Il arrive à
entre guillemets, c'est peut-être un petit peu poétique, il arrive à voir son âme. Donc il arrive à composer avec lui. Voilà, alors c'est bientôt les Jeux du Pacifique. Pourquoi est-ce que l'équitation n'est pas programmée? Alors, plusieurs raisons expliqueraient son absence aux Jeux du Pacifique. Il y a d'abord le nombre de pays participants, notamment qui est très faible dans cette discipline. Pour qu'une discipline soit inscrite sur la liste des Jeux, 6 pays au minimum doivent y participer. Voilà, c'est le cas un peu du football ou je ne sais pas, toutes les disciplines reines que l'on peut trouver dans les Jeux du Pacifique. L'équitation, c'est un peu particulier, vu que dans le Pacifique Sud, on est pratiquement les seuls à pratiquer de l'équitation. Sur Fidji, c'est inexistant. Papouasie-Nouvelle-Guinée, pareil. Salomon, c'est aussi, ce sont des pays où ils prêtent pas trop, c'est pas qu'ils donnent pas trop d'importance à la discipline, mais c'est pas très développé. Voilà, c'est pas très développé. Donc du coup, le CTOS, le Comité territorial olympique et sportif, ils se demandent l'intérêt pour eux de mettre l'équitation. Il faut qu'il y ait assez de participants, sachant que les différentes disciplines qui sont concourues durant les Jeux du Pacifique, eh bien, elles sont qualificatives pour les Jeux du Commonwealth, pour tout ce qui est pays anglo-saxons. Et puis maintenant, pour nous, les prochains Jeux, pas les Jeux du Pacifique, mais les Jeux olympiques, notamment l'année prochaine, les Jeux olympiques de Rio, Brésil 2016. C'est ce qui se passe un peu avec la sélection football, la sélection calédonienne de football, les moins de 23. Là, les Jeux où ils vont participer, les prochains Jeux seront pour eux une phase qualificative pour Brésil 2016. Donc, c'est pour répondre à ta petite question. Pourquoi il n'y a pas les Jeux pourquoi il n'y a pas l'équitation aux Jeux du Pacifique? Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde, mais il y a surtout le fait que il y a le coût du déplacement. Chloé, qui reste le principal problème, se déplacer avec son cheval coûte excessivement cher pour le cavalier et le club ou aussi le comité régional d'équitation. Puis je vous propose d'écouter tout de suite les précisions du conseiller technique. C'est un sport du fait qu'il y a l'animal, évidemment, quand on touche après au sport à un haut niveau, comme il faut l'outil animal, le cheval. Évidemment, il faut, une fois qu'on a terminé la compétition, c'est pas une raquette qu'on met pas dans un placard et rangé, donc il faut s'en occuper même hors compétition. Donc c'est ça qui lève le budget. Et quand une équipe calédonienne part en déplacement, bien évidemment, on peut pas emmener nos chevaux. Donc on est obligé de louer sur place en France ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Donc c'est ça qui est un gros coût financier. Donc après on dit que l'équitation coûte cher. L'équitation, c'est pas trop l'équitation, c'est comme tous les sports, au bout d'un moment, quand on atteint un certain niveau, il y a un gros effort financier à faire pour justement atteindre ce niveau et pouvoir aller voir la concurrence et s'améliorer. Le fait, même si on est dans le plus beau pays du monde, le fait qu'on soit dans une île, au niveau de cette confrontation avec les autres nations et avec les autres sportifs, on est un petit peu bloqué. Donc on est obligé, bien évidemment, de faire des gros efforts financiers pour aller chercher ces compétences dans les pays reines de chaque discipline. Donc en équitation, le continent qui est au sommet mondial, c'est bien évidemment l'Europe. Donc on essaye d'y aller le plus possible. Mais évidemment, tout ça, ça a un coût. Mais on fait les efforts qu'il faut et les instances nous aident beaucoup. Donc au passage, je remercie pour aller chercher des compétences et peut-être espérer un jour avoir un cavalier calédonien à haut niveau parce qu'on a largement le potentiel au niveau talent du cavalier. Donc on espère un jour et on y travaille en tout cas. Voilà, alors en ce qui concerne l'esprit compétition, il faut savoir que chaque année, un calendrier est établi en fonction des organisations de chaque club. La compétition, donc les compétitions plutôt, sont régies par le comité régional et l'organisation, quant à elle, dépend des clubs. Un exemple, si le club de Lacno désire organiser un derby ou un endurance, alors l'association des cavaliers du Nord-Ouest plutôt, doit soumettre au comité régional les différentes dates et puis aussi comment ils vont procéder, quelle sera l'organisation sur place. Donc pour le derby en général, parce que c'est la compétition qui est organisée par nos cavaliers du Nord-Ouest. D'accord, donc une organisation bien huilée qui donne lieu donc à un calendrier bien chargé. En effet, Chloé, c'est pas moins d'une vingtaine de compétitions qui donc obligent nos cavaliers à s'entraîner presque chaque jour de la semaine. D'ailleurs, je vous propose d'assister tout de suite à un entraînement. Pour nous, Mara Lourde est allée rencontrer les cavalières de l'étrier.
Alors, j'ai commencé l'équitation quand j'avais 4 ans. Maintenant, je dirais que ça fait 9 ans et demi, 10 ans. Cet amour que le cheval nous apporte, qui m'a persévéré à continuer cette passion. Et quelques années plus tard, mon père m'a offert ma jument. Alors, avec ma jument, j'ai une sensation de voler parce qu'elle a énormément de potentiel au niveau d'obstacles et au niveau de dressage. C'est une jument qui est malheureusement un peu jeune, donc elle rentre dans le travail. Mais ça n'empêche pas que je puisse m'éclater avec elle et je vois sa progression, on progresse ensemble. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Enfin, qu'il reste un petit peu, voilà, remets-toi derrière lui, Voilà, je veux pas le voir repasser derrière toi. Je vois mes chevaux tous les jours et je monte le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Quand il y a des concours samedi, dimanche, sinon je vais juste les voir ou les promener, les baigner à la rivière ou des trucs comme ça. C'est un moment où, en fin de compte, ça coupe du monde de l'école. Enfin, moi, c'est un petit peu mon coin de paradis, quoi. C'est des moments à moi et où je suis, pas toute seule, mais que je suis concentrée et que j'arrive vraiment à être à deux sans vraiment l'être. Allez, vous vous mettez un petit peu autour, en cercle. Ce qui va que les chevaux ça soit un petit peu à bouger. Et on se met, on va se mettre à main droite. On se met à main droite. Après vous partirez au galop et vous réchaufferez les chevaux, chacun votre tour sur à main droite. Donc on vient. Ah non, à main gauche, t'as raison. Et sur la croix, sur le premier, sur l'auxerre. Alors les 5 cavalières sont sélectionnées pour le championnat de France Club qui a lieu à la Motte-Beuvron du 18 au 24 juillet. Et leur niveau se situe entre la sélection élite, c'est-à-dire que nous avons 2 cavalières qui sont sélectionnées en élite, c'est-à-dire Mathilde et Marie. Et ensuite, nous avons une cavalière qui est sélectionnée en club 1, donc c'est-à-dire le niveau le plus haut de club, enfin l'élite étant le plus haut, mais le club 1, c'est le niveau juste en dessous. Et ensuite, on a 2 autres cavalières qui sont en club 2, donc à 90 cm. Et qui sont Angelaï ainsi que Ambre. Oui, c'est la première fois que je vais participer au championnat de France. Pour moi, la principale difficulté, ça serait l'adaptation au cheval, avant tout. Et puis surtout la pression, parce que c'est quand même un concours national. Donc on représente quand même la Nouvelle-Calédonie, donc c'est quand même important. On aura un cheval qui sera désigné sur place et du coup on devra s'adapter et on ne pourra pas essayer de changer le cheval parce que ce sera nous qui devrons nous adapter. En équitation, c'est vrai que le problème entre guillemets c'est qu'on est 2. Donc il faut à la fois pouvoir se connaître soi-même et à la fois s'adapter à notre cheval. Donc il faut être capable de faire les bonnes actions, de savoir ce qu'il faut faire avec la théorie, etc. Et en même temps, il faut savoir l'adapter à son cheval, au cheval qu'on monte, parce qu'ils ne réagissent pas tous de la même façon. Je vais savoir rester concentrée et être à l'écoute. C'est important d'être à l'écoute, je pense. Et ne pas douter, ne pas partir perdant. Ça aussi, c'est important de se dire... presque, en gros, c'est moi le meilleur, de se dire j'ai les chances de réussir, j'ai les chances de gagner ce championnat. J'ai fait les championnats de France l'année dernière, en avril, et je serai première. Enfin, c'était pas un championnat de France, c'était un championnat régional. Donc on a fait 2, je serai première aux 2. C'est surtout qu'on ne sait pas quel cheval on va monter, donc il va falloir s'adapter au cheval. Puis surtout le milieu, il fait plus froid qu'ici, il y a tout qui change. On n'a plus du tout les mêmes repères, plus les mêmes codes, parce que quand on a l'habitude de monter un cheval, on met des codes en place. C'est pas tous les chevaux. Enfin, les chevaux, ils ont tous la même base de dressage, mais après, c'est le cavalier qui l'affine à sa main et qui en fait que c'est son cheval, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Enfin, ça va être ça le plus dur, en fin de compte, à trouver. C'est avoir autant de feeling qu'on a avec nos chevaux et le retrouver un même avec un cheval qu'on ne connaît pas du tout. Alors moi je dirais que déjà qu'il faut persévérer, il ne faut pas se laisser abattre, il faut avoir confiance en soi notamment, il faut avoir confiance en son cheval et il faut énormément de confiance parce que si on n'a pas ça, si on n'a pas la volonté, si on n'a rien, on ne pourra jamais y arriver.
du coup, les jeunes, ils font comment pour leurs déplacements? Alors, lors des déplacements en métropole ou en Nouvelle-Zélande, les cavaliers ou les cavalières doivent louer un cheval sur place. Cela revient moins cher, mais par contre, les confronte direct au problème d'adaptation à une autre monture, donc une monture qu'ils ne connaissent pas. Cela pourrait constituer un frein à la progression des jeunes. Donc, selon Thibaut Damas, le conseiller technique, pour que le niveau progresse, il faut que nos jeunes s'envolent pour les compétitions internationales. Un souhait qui n'est toujours pas facile à suivre donc, pour tous les déplacements, puisque tous les déplacements d'ailleurs sont à la charge du club. D'accord. Et le comité régional? Le comité ne finance pas, mais propose des initiations et des stages de perfectionnement encadrés par des intervenants de qualité. Le dernier à être passé sur le territoire, c'est le cavalier Jean-Luc Force, le Français champion olympique, était venu en février dernier pour former nos jeunes cavaliers qui composent la sélection calédonienne d'équitation. D'accord. Ben, merci beaucoup, Jamie. Merci Chloé et merci à tous. Nous, on s'occupe de vous avec Anna, c'est tout de suite. Bonjour Anna, alors on te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rubrique et cette fois-ci tu vas nous parler de l'hypnothérapie. On va voir avec toi ce que c'est, comment ça se pratique, avec qui, bref tu vas tout nous dire aujourd'hui. Bonjour Chloé, bonjour à tous, je ne vais pas tenter de t'hypnotiser, ne crains rien. Alors on va parler, on va peut-être définir d'abord, donner la définition de ce qu'est l'hypnothérapie. Alors c'est l'utilisation de l'hypnose pour guérir ou pour soulager les personnes tout simplement. Alors, le professionnel qui l'utilise, c'est l'hypnothérapeute et il peut intervenir avec d'autres spécialistes, par exemple en obstétrique ou alors en dentisterie. Et tout ça pour permettre des interventions sans douleur ou alors pour travailler à résoudre des problèmes qui sont liés soit à l'anxiété, à l'alimentation ou encore aux phobies ou même au tabagisme. D'accord. Est-ce que c'est une pratique qui existe depuis longtemps? Je vais d'abord amener une petite précision, si tu veux bien Chloé, sur le terme hypnose. L'hypnose, il vient du mot grec hypnoen et ça signifie endormir. Mais cependant, l'hypnose n'a rien à voir du tout avec le sommeil, puisque ça correspond à un état d'hyperconcentration détendue. Et pour répondre maintenant à ta question, ça remonte assez loin, puisque dans les traditions anciennes déjà, tous les guérisseurs ou les chamans, comme on les appelait, ils ont toujours utilisé des techniques de mise en transe comme outil de guérison. Et par contre, dans la société, on va dire occidentale, c'est seulement depuis le XVIIIe siècle qu'on a commencé à expérimenter et à aller découvrir un peu le potentiel thérapeutique de l'hypnose. D'accord, donc c'est une pratique ancienne, mais est-ce que c'est une pratique qui est répandue? Alors je te pose cette question parce que c'est assez méconnu, et quand on parle d'hypnose, ça fait parfois même peur. Oui, c'est vrai, on est un peu, on va dire, peu frileux par rapport à ça. Mais bon, il faut savoir qu'il y a deux méthodes principales. Il y a l'hypnose classique et l'hypnose qu'on appelle ericksonienne. La première, elle fonctionne avec, ce sont des méthodes de suggestion directe. L'utilité, elle est reconnue pour un certain nombre de problèmes comportementaux, comme par exemple, entre autres, les phobies. Ceux qui ont la phobie des araignées, par exemple, mais bon, il y a énormément de phobies, on ne va pas tous les nommer. Oui, c'est sûr. Et puis pour l'autre méthode, la méthode ericksonienne, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pour celle-là, en fait, elle a été créée par un psychiatre et psychologue américain du nom de Milton Erickson, d'où le nom. Voilà, il a baptisé, en fait, la méthode de son nom. Et c'est une méthode qui suit le cheminement erratique de l'inconscient. Donc là, on va plutôt cibler l'inconscient. Elle utilise plusieurs techniques de communication pour provoquer un dialogue entre l'inconscient et le conscient. On utilise pour cela des métaphores, on fait du recadrage, il y a une activation de rêves, des suggestions indirectes, etc. On ne va pas tout sauter. Voilà. D'accord, donc on a le choix entre ces deux méthodes. Et pour soigner quel type de maladie au juste? Chloé, il y a de nombreuses études qui ont été faites, qui ont été menées pour évaluer justement les applications de l'hypnose en médecine. On a pu évaluer quelques-unes. Et voici quelques exemples. On peut l'utiliser pour soulager la douleur, notamment, comme on le disait tout à l'heure. Et l'hypnose, c'est une technique de choix, justement, pour venir en complément de tous les traitements médicamenteux qui sont habituellement utilisés. Et puis, on peut l'utiliser aussi pendant les interventions radiologiques qui sont assez douloureuses quand même. Et puis, voilà, là aussi, on a pu constater que l'utilisation de l'hypnose, ça permet de réduire l'utilisation des analgésiques. Et puis, ça réduit aussi l'anxiété et puis la douleur chez le patient.
Et puis dans la chirurgie plastique aussi, on s'est aperçu que l'hypnose s'est révélée supérieure à une intervention de gestion du stress pour diminuer la douleur et l'anxiété préopératoire. Et puis voilà, elle est aussi associée, on l'associe avec l'utilisation de médicaments toujours. C'est pour éviter de prendre trop de... Voilà, ça réduit en fait l'utilisation des médicaments. Et ça aide aussi à soulager les acouphènes. Alors les acouphènes, ce sont tous ces petits bruits, les sifflements dans les oreilles qui sont assez gênants parfois quand c'est assez récurrent. Donc par contre là, ça ne guérit pas totalement, ça ne supprime pas totalement, mais l'hypnothérapie quand même, elle amène on va dire un soulagement, ça apporte un grand soulagement, ça améliore vraiment la vie des personnes qui sont atteintes d'acouphènes. Et puis pour la grossesse aussi, ça peut soulager, ça peut aider pendant la grossesse et pour l'accouchement, donc ce n'est pas négligeable. Et puis, comme on parlait tout à l'heure du tabagisme, eh bien ça aide à combattre le tabagisme si vous voulez arrêter de fumer. Et c'est d'ailleurs le cas du patient que nous allons voir plutôt dans le reportage, qui était venu consulter le thérapeute pour arrêter de fumer. Essayer d'arrêter de fumer. Et là, nous, on l'a eu pendant une séance de mise en condition, comme l'expliquera la dame. Il y a plusieurs séances. Et là, c'était la séance de mise en condition. Et si tu veux bien, Chloé, je vous propose de regarder ce petit reportage qui est signé Guillaume Course. Je suis hypnothérapeute depuis 2011, installée ici dans ce cabinet en 2013. Donc l'hypnose, c'est d'abord un état naturel. C'est un état modifié de conscience, c'est-à-dire ce n'est pas du sommeil, ce n'est pas non plus de la veille ordinaire, c'est un état qui est différent. C'est par exemple quand on conduit sa voiture et qu'on arrive à destination, en se disant, tiens, j'étais comme sur un pilote automatique, j'ai conduit, je suis arrivée à ma destination, sauf que j'étais dans mes pensées. Donc quand on est dans cet état-là, c'est une transe hypnotique. Donc l'hypnothérapie utilise cet état qui est un état naturel pour pouvoir aider la personne à mobiliser ses ressources, ses propres ressources pour pouvoir évoluer en fonction d'un objectif. Donc là, ce qui est un peu différent, c'est que cet état-là, il va être induit par l'hypnothérapeute, mais là, tout le monde est capable d'être hypnotisé. Le corps peut se relâcher agréablement. Le fait d'être en hypnose, je ne pensais pas que ça allait être comme ça, parce qu'on pense en général que l'hypnose, c'est on contrôle plus son corps, on peut pas réagir comme on en a envie. En fait, pas du tout. Ça nous met dans un état après qui est, je dirais, assez agréable. On se sent léger, un peu la tête qui tourne. On est complètement conscient, on entend tout ce qui se passe, on peut bouger, mais on n'a pas forcément envie de le faire. Juste laisser faire. Et pendant que le corps se relâche tranquillement, et vous pouvez juste laisser la détente continuer son chemin. Je vais faire la distinction quand même entre hypnotiseur et hypnothérapeute. Donc hypnotiseur, c'est plutôt un terme qui est utilisé pour justement ce qui est hypnose de spectacle. Et hypnothérapeute, il y a une dimension de justement thérapeutique. Donc l'hypnose n'est pas que médicale, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un médecin pour pratiquer l'hypnose. Donc c'est vrai que l'hypnose médicale est pratiquée à l'hôpital par des anesthésistes pour certaines interventions chirurgicales ou dans le cadre du traitement de la douleur ou par des infirmières aussi anesthésistes. En ville, la plupart des hypnothérapeutes sont hypnothérapeutes, peuvent être psychologues, infirmiers, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas légiféré de telle sorte. On n'a pas besoin d'être médecin ou paramédical pour exercer. On peut tout traiter avec l'hypnose. Ça peut être pour un sevrage tabagique ou alcoolique ou de certaines drogues. Ça peut être pour traiter des troubles des comportements alimentaires. Donc après, ça peut être pour de la dépression, des troubles sexuels, des problèmes de confiance en soi. C'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est pour arrêter de fumer. Du coup, voilà, j'ai plusieurs amis qui l'ont fait, qui n'arrivaient pas à arrêter et sur qui ça a très bien marché.
Donc voilà, je me suis dit, moi aussi j'aimerais pouvoir faire la même chose. Alors une séance d'hypnose, d'abord il y a toujours un moment de discussion puisque la personne va m'expliquer pourquoi elle vient me voir, qu'est-ce qui dysfonctionne chez elle, parce qu'en général la personne vient parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc il y a toujours un temps de discussion où moi je vais faire une anamnèse, c'est-à-dire bien prendre connaissance de la personne, de son mode de fonctionnement, et ensuite on va déterminer un ou des objectifs suivant le travail qu'il y a à faire. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, dans le deuxième temps, il va y avoir le temps de travail, c'est-à-dire vraiment de la séance d'hypnose. Une que 2 séances sont déjà suffisantes pour commencer à ressentir des effets notoires. Après, je pense que selon les problèmes et les besoins de chacun, ça doit être différent pour chaque personne. Et puis ça dépend de la réceptivité, je pense, des gens aussi. Mais dans tous les cas, après la première séance, c'est vrai qu'on sent quand même une différence notoire. Alors tout dépend effectivement de l'objectif ou s'il y a plusieurs objectifs. On peut compter entre 2 et 6 séances pour atteindre le ou les objectifs. S'hypnotiser soi-même, ça s'appelle de l'auto-hypnose. Donc en général, c'est un hypnothérapeute qui enseigne à la personne en fin de période de travail, expliquer à la personne comment faire pour qu'elle devienne autonome, se traiter elle-même, elle peut. On se met soi-même dans cet état de transe hypnotique, c'est pour ça que c'est bien d'avoir déjà pratiqué avec un hypnothérapeute parce que notre inconscient, il apprend aussi et plus on fait des séances d'hypnose, plus c'est facile d'être dans cet état de transe hypnotique. Et donc après, chez soi, eh bien, c'est pareil, on est comme si on était son propre thérapeute, mais il y a toujours un objectif. L'hypnose, il faut toujours qu'il y ait un objectif. C'est pas, on ne fait pas de la relaxation, il y a un objectif bien précis. Et en fonction de cet objectif, soi-même, on va s'auto-hypnotiser pour pouvoir se soigner, se guérir ses symptômes soi-même. Est-ce qu'il peut arriver ou survenir des accidents lors d'une séance d'hypnose? Donc en principe, non. Si l'hypnothérapeute a suivi une formation, donc c'est très bien ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours un objectif qui est fixé. Si la personne effectivement a une pathologie psychiatrique qui n'a pas été décelée, qui n'a pas été médicalement diagnostiquée, effectivement, là, il peut y avoir des accidents parce que c'est une contre-indication à l'hypnose. Et à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler d'accident. Voilà, on en sait maintenant un petit peu plus sur l'hypnothérapie. Et puis, on peut voir que c'est une pratique qui est quand même extrêmement rigoureuse, qui est pratiquée par des professionnels. Tout à fait, Chloé. Ce sont des professionnels. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'un professionnel qui a été formé, eh bien, il peut amener presque n'importe quel sujet en état d'hypnose. Et au moins 80% des gens peuvent être hypnotisés. C'est fou, quand même. Certains plus facilement que d'autres, évidemment, tout le monde ne réagit pas pareil. Et puis, c'est ce qu'on appelle justement la susceptibilité hypnotique. Alors justement, comment est-ce qu'on peut choisir le bon thérapeute? Comment choisir le bon thérapeute? Hypnothérapeute. Si vous voulez tenter l'expérience, eh bien, il faut savoir que pour choisir un bon hypnothérapeute, c'est indispensable déjà d'aller vers un professionnel qui a été formé, qui a reçu une excellente formation, que ce soit en psychothérapie ou en santé, ça dépend du cas qui est à traiter. Et puis il faut souligner aussi l'importance de la relation de confiance. Il faut déjà faire confiance au thérapeute si on veut se laisser hypnotiser, sinon c'est sûr que ça ne va pas marcher. Alors on peut rajouter aussi qu'il n'y a rien d'artificiel, rien de supernaturel. Voilà, ça, il fallait le souligner aussi. Et puis, chacun réagit, chacun a une capacité naturelle, on va dire, de réponse à l'hypnose. Voilà, Chloé, si tu veux tenter l'expérience, tu peux tenter. Mais pourquoi pas. Merci beaucoup, Anna, à bientôt.
Ok, on se retrouve bien la semaine prochaine. Je te dis bon week-end, Tout à bon fait. week-end à tous. Et on rejoint Falaï pour demander le programme, c'est tout de suite. On retrouve Falaï pour demander le programme où les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Parfaitement. Alors, des femmes mises à l'honneur par des femmes, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, n'est-ce pas, Chloé? Bien dit, tout à fait raison. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que vous allez voir un reportage d'une pièce de théâtre qui s'intitule Free Woman Show 2, joué par 3 drôles de dames inconnues des scènes calédoniennes. Alors, il y a Sam, Maïté et Myriam. Oui, d'ailleurs, leur premier spectacle avait connu un franc succès, d'où ce Free Woman Show 2. Exactement, et là, c'est reparti pour des sketchs drôles où peut-être certains d'entre nous se reconnaîtront. Sûrement. Voilà, alors c'est de l'autodérision et ça fait du bien, c'est important de savoir rire de soi-même. Tout à fait. Bon, elles le font à la perfection et tu es allé les rencontrer pour nos reportages. Têtes de bétail, mon con. C'est pas trop mon truc le travail, t'as dit. Donc c'est pas si le poisson il arrêtait de se taper la ouais et débattait avec son speedbot là. C'est bon les filles, vous êtes prêtes? Bah ça. Alors l'expérience Free Woman Show a commencé il y a, j'aurais envie de dire 3 ans, 2 ans et demi. À peu près, avec d'abord le Free Woman Show 1, on bossait ensemble sur d'autres pièces avec d'autres compagnies, et puis on avait un humour certain, n'est-ce pas, qui fait qu'un jour on s'est dit, ah bah tiens, ça serait marrant qu'on mette en scène des nanas voilà, avec nous 3, et puis surtout, à la base c'était parti surtout en café-théâtre en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on devait faire juste des sketchs pour pouvoir les jouer rapidement et en même temps pouvoir faire un petit peu de sous parce que c'était le but de vivre de notre activité. Mais du coup, Grégory Lousier du Centre culturel du Mont d'Or avait demandé à Sam un jour « Oh là là, tu veux pas nous faire un spectacle ?» Et puis bon, bah justement, comme on était en écriture, on s'est dit « Ça peut être marrant de coller tous les sketchs et de voir si on arrive à faire un spectacle qui tienne la route sur 1 heure, 1 heure et demie. » Et puis bah, voilà, du coup, challenge relevé. Et on a pris le parti pris donc de se moquer de nous-mêmes parce qu'on s'est dit que les nanas avaient tendance à beaucoup se lâcher sur les garçons, mais qu'il était temps qu'on prenne nos responsabilités et je crois que c'est chose faite. La preuve, c'est qu'on en a fait un 2. Voilà. Et bien, ce sont des femmes qui sont toutes un petit peu nous, et puis toi, et puis les autres, et puis tout le monde. Et donc, on a essayé de... non, sauf Maïté, bien sûr, évidemment, parce qu'elle est exceptionnelle. Voilà. Et donc, on parle un petit peu de tout style de femmes. On fait des hippies, des bourgeoises, on fait des nanas très nature, un peu caillafou. On s'attaque un petit peu à toutes les ethnies. Enfin voilà, je pense que c'est un petit peu varié. Et ce sont souvent des histoires de copines qu'on a légèrement exagérées. Et puis des fois, ce sont nos propres histoires et on change juste les personnages pour pas qu'on sache exactement qui est qui. Allô, allô? Allô, allô? Oui, devine pas quoi, le club de vaisselle est ouvert. Ne me dites pas que c'est pas vrai, mais c'est une super méga nouvelle. Je m'en vais tout de suite avertir notre copine Chacha. Oui, dans l'absolu, on a voulu mettre en scène les situations les plus simples possibles de la vie d'une femme. Ça veut dire, elle peut être à la maison, ça peut être en boîte de nuit, ça peut être peu importe le lieu. Mais en gros, on s'est toujours servi voilà, de vécu, entre guillemets, et d'expériences entendues ou vues. Et du coup, on s'est dit, ça peut être marrant de les mettre justement en avant. Et ne perdons pas de vue que des fois, les situations les plus simples sont en fait les plus rigolotes parce qu'au final, tout le monde s'y reconnaît ou tout le monde connaît quelqu'un qui a fait ça ou qui a dit ça. Et du coup, voilà, je crois qu'on s'était vraiment pas pris la tête là-dessus. On a fait un challenge, on a fait surtout ce qui nous amusait, nous. Donc le challenge en question, c'était est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce qu'ils vont être réceptifs à notre humour un peu décalé? Et on a toujours eu du bol. Merci d'ailleurs, parce que ben voilà, hein, le spectacle existe encore une fois grâce au public aussi, quoi. Non mais attendez là, pourquoi vous me sifflez? Vous appelez ça du respect? Ah oui, sur celui-là, c'était très drôle quand on annonçait le spectacle au Mont d'Or l'année dernière, enfin oui, 2014 en août, parce que deuxième réplique, première, donc t'es pas du tout stressé, hein, jour de première, et ben on a 3 transats sur le plateau, et Marité est au milieu, sinon ça serait pas drôle, et bien il y a une vis qui est partie. Et le transat s'est effondré à la première scène dans les premières 10 minutes.
Et il y a eu comme un petit moment de... Bah vas-y, enchaîne, enchaîne. Nous, toutes les deux, on a tout de suite pensé, heureusement que c'est pas nous. Ouais, heureusement que c'est pas nous, donc on l'a envoyé chier du style... ah, mais fallait pas bouffer autant de brownies ou voilà, donc en fait on l'a laissé gérer son caca. Donc là pas du tout de solidarité. Là ce jour-là c'était une première, c'est chacun pour soi. Donc ta vie, t'en fais ce que tu veux, tu la retrouves ou pas d'ailleurs. Mais nous on enchaîne. Il n'y a rien à dire, voilà. Mais sinon on est très solidaires. On est d'une grande solidarité. Ça résume bien le destin commun, je trouve. Comment? Ah non, non, c'est ma couleur de peau naturelle. Oui. Comment? Le Free Woman Show 2, c'est à peu près la même chose, les mêmes thématiques, sauf que, comme l'a dit Myriam, il y a à peu près les mêmes thématiques, drague et compagnie. Ah si, à peu près les mêmes thématiques, mais par contre, beaucoup plus de coups de folie, je dirais. Avec des personnages qui sortent, qui déchirent bien. Tu vois celle qui se baigne là-bas, il suffit de refaire les seins. Arrête, tu crois? Elle flotte. Moi aussi, je flotte. Ouais, mais tu flottes pas pareil, elle flotte par le haut, toi tu flottes par le bas. Bah, les thèmes abordés, la femme dans toute sa splendeur, quand elle est belle et quand elle est moche aussi, parce qu'il faut le savoir, ça peut nous arriver. Et à la fois des situations qui nous font marrer, des situations cocasses. Donc on a abordé des thèmes, moi je dirais, un petit peu différents du premier. En tout cas, les personnages sont différents. Comme disait Marité, ils sont un petit peu plus gratinés, quoi. Au début, je croyais que je volais, mais je me suis vite aperçue que c'était des pochons plastiques accrochés à mes bras qui faisaient parachute. Car ceux avec lesquels vous me connaissez, j'ai continué à surfer sur des bidons plastiques. Chacune écrit, chacune apporte ses idées à chaque fois. Mise en scène, on se consulte, on se concerte, vu qu'on met en scène ensemble. Il y a toujours un moment où on est dans l'urgence. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Généralement, chacun amène un bout d'idée. Et on se met tous à écrire, et puis après on met tout en commun et on retravaille à chaque fois l'écriture. On est toutes les trois à écrire de la même manière. Et c'est vrai qu'à la base, le Free Woman Show 2, on s'était dit, tiens, on va parler de tout ce qu'on n'avait pas dit dans le 2. Puis finalement, on avait tellement d'autres idées qu'on a fait un spectacle avec de nouvelles idées. Voilà. Je suis la plus tendue des trois, il n'y a pas de doute. J'ai besoin d'être... voilà, il faut qu'il se passe quelque chose en moi. S'il ne se passe rien, je vois même pas l'intérêt de jouer. Je vois même pas l'intérêt. Il faut qu'il se passe un truc, sinon c'est terrible. Elle, en revanche, elle dort. Bon ben voilà, hein, comme d'habitude, elle a commenté avant que je n'ai pris le micro, donc je ne dors pas, je me concentre intérieurement en fermant les yeux. Voilà, je repose mes yeux parce que c'est très important de ne pas dégager des ondes négatives, de stress et tout ça. Voilà, donc moi je suis au milieu des deux et il y en a une qui me susurre à l'oreille on va se planter, tu vois bien le monde qu'il y a, et l'autre que j'ai du mal un petit peu. Maïté, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tu penses que tu vas jouer d'ici 2 minutes? Voilà, et je suis le buvard. Voilà, mon rôle c'est buvard. Bonjour, nous sommes à la veille de quelques minutes de rentrer sur le plateau. On n'est pas du tout stressé. Moi, je contrôle complètement la situation. À ma gauche, Sam, qui j'aimerais bien qu'elle se calme un peu parce qu'elle est très stressée. Et Marité, c'est pareil. Confirmé? Voilà. On est au taquet, c'est super. Théoriquement, tout est plus ou moins écrit. Après, il y a souvent les entre-scènes. Si vous voulez repérer les moments d'impro, c'est souvent les entre-scènes qui sont... Voilà, on rajoute toujours un mot, oui, c'est sûr. C'est pas on respecte pas forcément toujours les, je sais pas, on suit le mouvement, on suit l'humeur aussi. C'est ce qui fait aussi notre petit cachet à nous, quoi. C'est que, non pas qu'on prenne des cachets, hein, mais je veux dire que notre marque, voilà, on va dire qu'on a une bonne réceptivité toutes les trois et qu'on arrive à anticiper peut-être des fois le jeu de l'autre, où on sait quand il faut intervenir, quand il y en a une qui peut être un peu en carafe, ce qu'on appelle en galère, hein, sur un plateau, et bah du coup on arrive un peu à se lancer la balle. Voilà. Puis c'est un peu de ma faute parce qu'on s'était pris la tête la veille, alors comme il est trop émotif, bah, ça l'a perturbé. Voilà. Et puis bon, je suis bête aussi de m'énerver juste parce qu'il est parti boire un verre avec son ex, hein, qu'il a prise au piège en plus, en lui faisant, attention, un bébé derrière son dos. Non mais bon allez, je le dis. Hein. Salope. Qui se ressemble, s'assemble. Pardon? Non, rien. L'avantage d'être à 3 sur scène, c'est que on partage cette aventure du début jusqu'à la fin, et puis du début de l'écriture jusqu'au rendu devant le public.
Et pour ce qui est de la part d'improvisation, il y en a, comme elle a dit, c'est juste entre les scènes, entre les sketchs, il y en a finalement très peu dans ce spectacle. Par contre, on s'éclate à les faire. Sur le premier, il y avait une grosse part d'improvisation, surtout pour Myriam, parce que elle avait pas mal de personnages qui restaient sur scène pendant que les deux autres se costumaient. Mais pour celui-là, ça va, ça se relaie assez vite au niveau des sketchs. Oui, une personne, sauf pas jet. Oui, et puis tout à l'embauche de Yawa City, ok? Une personne. Il y en a un peu pour tout le monde. Il n'y a pas besoin, je crois, de forcer plus que ce qu'on ne le fait, sachant qu'on ne force pas du tout, ou très peu. Voilà, sur nos personnages, quoi. Il y en a vraiment. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est pour ça qu'il voyage aussi ce spectacle. Au final, c'est que quelqu'un du Nord comme du Sud, comme des îles, peut très bien s'y retrouver. Et c'est moi qui a posé la question. Myriam essaie toujours de monopoliser la parole. Donc voilà, je vais passer le micro maintenant à Sam. Moi, je voulais dire que... Par contre, les gens, ils rigolent pas du tout aux mêmes endroits, c'est-à-dire dans le spectacle, et c'est ça qui est génial, parce que c'est en fonction d'où on joue, et ben on n'a pas les mêmes rires aux mêmes endroits. Et ça, c'est magique, parce qu'on s'attend pas, on est rentré dans une routine des fois dans le sud, et d'un coup, on arrive là-bas, et c'est pas du tout au même endroit. Voilà. Oh, non, il a explosé? Non. Toi, on t'a dit de la fermer, pauvre. Voilà, le Free Woman Show 2. Si vous ne les avez pas encore vus et que vous voulez passer un bon moment décompressé, n'hésitez plus. D'autant qu'elle se déplace prochainement en province Nord, c'est bien ça? Oui, alors elle se rend dans 3 semaines, le 11 juin, à Poneruin, ensuite à Wailou, Pointe-d'Imier et Koumak début juillet. Mais voilà, entre-temps, elles joueront chacune d'autres pièces. Maïté, par exemple, reviendra début juillet avec Wanamacho, la suite. Voilà, où elle joue le rôle d'une vieille de l'île de Marais. Myriam revient en août avec la pièce SB 800 qui est en fait le numéro de vol Paris-Nouméa avec Pierre-André Balland. Ils traiteront de manière humoristique le sujet des jeunes Calédoniens qui partent étudier en France. Et Sam, quant à elle, n'est jamais loin car elle fera la mise en scène des 2 spectacles dont je viens de parler. Très bien, quoi qu'il en soit, nous vous tiendrons informés sur le programme à venir. Et donc là, on va passer aux sorties culturelles qui s'annoncent. Oui, alors on commence de suite avec divers spectacles proposés par le Chapiteau. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont en pleine tournée en ce moment même. Oui, exactement. Alors depuis vendredi dernier, le 15 mai, le Chapiteau a planté sa toile orange en province Nord, dans la commune de Paume. Et cette année encore, le Chapiteau ne déroge pas à ses habitudes. C'est 10 jours de spectacles, d'ateliers et pour les petits comme les grands. D'accord. Alors au programme, qu'est-ce qui est proposé? Alors aujourd'hui, vendredi 22 mai, ambiance musicale avec le spectacle Chez Mêlé. C'est une création contemporaine. Ils sont 4 danseurs et chacun pratique sa technique de danse. Alors, l'un qui est contemporain, l'autre plutôt jazz et les 2 autres sont plutôt dans un univers hip-hop et traditionnel. D'accord, donc 4 univers musicaux différents mais qui se retrouvent sur scène en même temps. Voilà, c'est exactement ça. Ce sont 4 styles de danse présents ici au pays qui se mêleront dans cette création, représenteront la confection de la natte. Donc c'est signé Compagnie Troc en Jambes et c'est aujourd'hui à 9h et 20h. Très bien, et c'est pas fini pour le Chapiteau. Demain, cette fois-ci, le Chapiteau terminera avec un spectacle. Oui, et c'est du théâtre et de la danse contemporaine. Le spectacle s'intitule Peiwetch et c'est signé Richard Digoué, un spectacle qui raconte en gros le rôle de la Monikanak. D'accord, alors pour les dates, c'est demain, samedi 23 mai à 20h, donc dans la commune de Paume, sous le Chapiteau orange. Et puis on finit avec du théâtre, ça se passe en province sud à Nouméa.
Oui, alors la pièce s'appelle Cap ou pas Cap. C'est une création collective de des compagnies Pacific Company et des défrayés. Alors l'histoire tourne autour de 3 personnages en situation d'handicap. Olivia est non-voyante, Alice est paraplégique et Sophia est sourde. Alors la pièce met en scène des tranches de leur vie, leur quotidien, leur parcours, le regard des autres, leur vie professionnelle, et elles transmettent leur rire, leur âge, malgré les moments durs de désespoir et de colère qu'elles ont traversés. Ouais. Voilà, c'est un peu une leçon de vie pour tout le monde, je veux dire les gens valides qui face à de petits tracas plongent dans le mélodrame. Voilà, j'exagère, mais c'est... Pour relativiser un petit peu. Voilà, c'est ça, exactement ça. D'accord, très bien. Donc voilà, Cap ou pas Cap, pièce de théâtre qui sera jouée pour la première fois cette année, donc qui a été jouée, c'était hier, jeudi 21 mai, au Rex, mais pas de panique, vous pouvez toujours aller les voir jusqu'au 31 mai, toujours au Rex. Voilà, ce sera tout pour nous, Falaï. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end. Au plaisir, Chloé. Allez, bon week-end à tous. Et on retrouve Mara pour La Science et nous. Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. Les scientifiques sont fascinés par les facultés exceptionnelles de certains animaux. Une partie des recherches s'oriente vers ce qu'on appelle le biomimétisme, dans la mesure où la nature sait faire des choses que nous ne savons pas faire, quand l'animal inspire l'innovation. Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, les scientifiques qui étudient les animaux et leurs facultés. Et tu commences par une anguille électrique, c'est ça? Oui, en fait, un poisson qui n'a rien à voir avec les anguilles, à part sa forme, un poisson qui vit dans les fleuves d'Amérique du Sud et qui est capable de produire des décharges électriques de plusieurs centaines de volts. Ouh là là, de quoi tuer un homme, ça? De quoi tuer un homme, oui. Alors, on ne savait pas grand-chose, en fait, des méthodes de chasse de cet animal. Il n'est pas très connu. Jusqu'à cette étude récente qui a été menée par monsieur Kenneth Catania de l'université Vanderbilt à Nashville. Et donc, le scientifique a effectué plusieurs expériences et de nombreuses observations, bien sûr, pour comprendre comment l'anguille électrique localise et neutralise ses proies. Alors, on va regarder ça tout de suite. L'anguille électrique, ce taser d'eau douce. Quelles sont les techniques de chasse des anguilles d'Amazonie? C'est ce qu'ont étudié des chercheurs durant 9 mois. Résultat, ce poisson d'eau douce utilise des décharges électriques de haute tension pour localiser puis neutraliser ses proies. Pour le biologiste Ken Catania de l'université américaine Vanderbilt et qui a dirigé cette étude, l'anguille est l'un des prédateurs les plus fascinants de la planète. L'anguille peut produire des décharges électriques pouvant atteindre 600 volts en une seule secousse. Les chercheurs ont également constaté que les anguilles tuent leurs victimes en affectant essentiellement leur cerveau et leur système nerveux. Dans un sens, c'est vraiment comme une télécommande. L'anguille arrive à prendre le contrôle à distance des voies nerveuses de sa proie. Les décharges affectent les neurones moteurs. Elles miment les signaux électriques que les neurones du poisson envoient aux muscles. Il s'agit en fait d'une série complexe d'actions électrifiantes qui se déroulent à la vitesse de l'éclair. Au final, l'anguille ne rate que très rarement sa cible et termine presque toujours par attraper et manger sa proie. L'anatomie de l'anguille est unique, affinée par des millions d'années d'évolution dans les eaux troubles du fleuve Amazon. La partie avant de l'animal, peut-être un cinquième ou moins, est composée d'organes internes ordinaires. L'extrémité arrière est formée surtout de muscles alignés comme une lampe torche et transformés en batterie génératrice de courant. Cette étude est la toute première à démontrer que l'électricité d'un poisson a un effet biologique spécifique sur sa proie. Mais pour Ken Catania, il reste encore beaucoup à apprendre sur l'anguille électrique, notamment sur la façon dont son corps se protège de l'électricité qu'il produit. Mais ça fait peur quand même, hein? Pas trop clair. Envie de le croiser, cet animal. Ah non, pas du tout. Bon, alors voilà, vous l'avez vu, c'est un poisson qui est très rapide, à tel point que sans les caméras extrêmement sensibles qui ont été utilisées pendant cette étude, il était impossible de se rendre compte des différentes étapes de l'attaque. En fait, les anguilles électriques utilisent d'abord des impulsions électriques de faible intensité pour provoquer la contraction involontaire des muscles de leur proie.
Et ce n'est qu'ensuite, une fois que les anguilles perçoivent les perturbations dues à ces contractions, qu'elles sont en mesure de localiser leur proie et qu'elles produisent des impulsions plus intenses pour les paralyser complètement avant de les avaler. Mais alors comment est-ce que l'anguille arrive à provoquer ces contractions musculaires à distance? En fait, chez les animaux, les contractions musculaires sont commandées par le cerveau. Donc le biologiste a fait une expérience, comme tous les biologistes. Il a retiré le cerveau exactement du poisson avant de le placer dans un aquarium avec une anguille. Mais là, surprise, il a encore observé les contractions des muscles du poisson. Mais alors, ça veut dire que ce n'est pas le cerveau en fait qui est touché. Donc comment est-ce que l'anguille arrive à provoquer les contractions des muscles chez sa proie? Alors il ne savait pas, donc pour le comprendre, eh bien, Monsieur Catania a renouvelé l'expérience en retirant cette fois-ci également la moelle épinière du poisson qui permet la conduction des messages entre les nerfs qui lui sont rattachés et le cerveau, tout en prenant soin de conserver les neurones moteurs, les cellules nerveuses qui sont directement connectées aux muscles et qui commandent sa contraction. Et là, il a constaté les mêmes contractions musculaires chez le poisson que ce qui avait été observé précédemment. Ah bon, mais donc ça veut dire que les impulsions électriques qu'envoie l'anguille, qu'elle envoie, elles activent en fait directement les neurones, sans passer par le cerveau, sans passer par la moelle épinière, les neurones moteurs qui sont donc connectés aux muscles de cette proie. Exactement, directement et à distance. Et à distance surtout. Voilà. Ouais. Et c'est la première fois donc, que l'électricité d'un poisson a un effet biologique spécifique sur sa proie. Impressionnant. Hein. Affaire à suivre donc. Mais on reste alors dans les capacités fascinantes des animaux pour la suite, puisque là tu vas nous parler de la toile d'araignée. Et oui, la toile d'araignée, plus solide que le Kevlar, plus élastique que le caoutchouc, la soie d'araignée est antimicrobienne, biocompatible et biodégradable. C'est l'un des matériaux qui suscite donc bien évidemment le plus d'intérêt chez les chercheurs. Oui, j'imagine bien. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire d'élevage d'araignées comme on le fait pour les vers à soie. Et non, en effet, on ne peut pas puisque les araignées sont cannibales. Donc elles se dévoreraient toutes entre elles et aussi parce qu'elles produisent peu de soie par rapport au ver à soie. Par exemple, il a fallu 8 ans et plus d'1 million donc, de néphiles dorés de Madagascar, c'est l'araignée que vous pouvez voir à l'écran. Magnifique. Voilà, pour produire en fait la soie qui a été nécessaire pour fabriquer une cape de 2 mètres qui est exposée au musée Victoria and Albert de Londres. Elle est belle quand même. Mais oui, elle est belle, elle est en soie d'araignée. Ouais, donc quand même une cape en soie d'araignée, donc 8 ans et plus d'1 million d'araignées pour arriver à ça. Et oui, donc difficile donc d'imaginer une production naturelle en gros volume, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc les scientifiques cherchent un moyen pour produire une soie d'araignée artificielle en se passant donc des araignées. On regarde. La soie d'araignée, c'est l'un des matériaux les plus solides au monde. Fruit de 400 millions d'années d'évolution, elle est considérée comme le saint Graal en matière de performance de fibres. Des chercheurs de l'université de Bayreuth en Allemagne ont créé une soie d'araignée artificielle grâce à des bactéries que l'on trouve habituellement dans les intestins des humains et des animaux. Les propriétés particulières des fibres d'araignée sont leur énorme robustesse. C'est un mix de force et d'élasticité. Une fibre de soie d'araignée peut absorber énormément d'énergie avant de se rompre, beaucoup plus que toute autre fibre artificielle ou naturelle. Il est extrêmement difficile de récolter de la soie naturelle. Voilà pourquoi les chercheurs ont créé cette version synthétique du fil d'araignée. Certes moins solide que la soie des insectes, cette fibre artificielle est davantage élastique. Les prototypes actuels sont particulièrement lisses, agréables au toucher et brillants comme de la soie. La couleur de base est blanche, mais la fibre peut être teinte avec des techniques qui sont couramment utilisées dans l'industrie textile. On ne sait pas encore très bien comment nous allons utiliser ces fibres, mais il faut savoir qu'à partir des bactéries dont nous nous sommes servis, nous avons développé pas mal de produits, des crèmes pour la peau qui ont des vertus cosmétiques mais aussi médicales, et nous pouvons également faire des revêtements pour implants avec une meilleure biocompatibilité. Les chercheurs travaillent désormais sur une combinaison de cellules de souris avec la soie d'araignée artificielle. Objectif, créer des cellules vivantes qui développeraient les muscles cardiaques, la peau ou les tissus nerveux. Bah dis
Donc en effet, beaucoup d'applications différentes sont envisagées pour cette soie artificielle. Et oui, comme il le disait hein, dans le sujet, la soie d'araignée, c'est un peu le saint graal des chercheurs en matière de fibres. Mais à ce jour, eh bien, personne n'a encore réussi à confectionner une soie d'araignée synthétique qui reproduirait toutes les propriétés de la soie d'araignée naturelle. On s'en approche quand même. Oui. Même si c'était pas évident hein, d'égaler les prouesses de la nature, s'en servir comme modèle, comme inspiration, c'est déjà une bonne démarche, hein, puisqu'on sait que c'est le résultat de milliers d'années d'évolution. Exactement. Et en robotique aussi, la nature inspire. Oui, énormément, hein, elle inspire énormément, ce n'est pas un secret. C'est le cas par exemple d'une équipe d'étudiants en génie mécanique de l'université de Zurich. Alors eux, ils ont créé un robot aquatique en s'inspirant d'un animal marin fascinant qu'on connaît bien ici, la seiche. Alors c'est le mode de déplacement de l'animal en fait hein, qui les a le plus intéressés, puisqu'il peut se déplacer de 3 manières différentes, avec ses bras pour grimper sur les coraux par exemple, par propulsion pour fuir ou attaquer, ou encore en utilisant sa paire d'ailettes ondulées pour le reste de ses déplacements. Je suis curieuse de voir à quoi il ressemble ce robot. Alors, il est capable de se déplacer dans toutes les directions et de tourner autour de ses axes grâce à ses 4 nageoires. Alors, du point de vue mécanique, c'est un peu comme une fusion de 2 seiches dont l'une aurait pivoté à 90 degrés. Alors, c'est mieux de regarder parce qu'en décrivant, c'est pas facile. On regarde Cepios, le robot sous-marin. Cepios est un robot sous-marin doté de 4 nageoires qui a été conçu par 2 étudiants de l'ETH de Zurich. Inspiré avec plus ou moins de réalisme d'une seiche, ces nageoires sont composées de 9 segments mobiles sur 270 degrés. Chaque segment est équipé d'un servomoteur. Le corps du robot contient une vessie natatoire mécanique qui permet au robot d'ajuster sa flottabilité. Donc on utilise cette Space Mouse, une souris 3D, et nous pouvons l'utiliser pour se déplacer dans 6 degrés de liberté. Donc si l'on veut plonger, on utilise ces 2 nageoires sur le côté pour entamer la descente. On appuie donc sur la Space Mouse et on peut voir qu'on plonge. Pour remonter, il suffit de faire ça et on revient vers la surface. Et ici, on voit les 4 vagues qui donnent une propulsion vers l'avant. Même chose pour reculer. 4 waves which give a propulsion to the front, to the back, exactly the same. Près de 5000 pièces composent ce robot sous-marin qui a été élaboré dans le cadre des études de ces jeunes chercheurs. Et il a fallu du temps et des séances en piscine pour s'habituer à faire évoluer la seiche mécanique. Quand on a fait nos essais dans le sud de la France, on a pu nager sur des Posidonies sans rester coincé. Il n'y a pas eu de problème. Et nous avons pu filmer des poissons avec une caméra embarquée et envoyer les images vers notre ordinateur, ce qui nous permettait aussi de diriger le robot. Les tests réalisés à Antéor ont permis de constater l'étanchéité de l'appareil qui a plongé à 10 mètres de profondeur avec une autonomie de 90 minutes. Bah dis donc, plutôt rigolo comme petit robot. Et alors pour quelles applications est-ce qu'on envisage de l'utiliser? Alors, vu qu'il n'a pas d'hélice, c'est un robot silencieux et qui ne nuit pas à la faune marine. Il le disait dans le sujet, hein, il n'est pas gêné par les algues et les divers obstacles naturels, donc c'est idéal pour observer la vie sous-marine par exemple. Et ça pourrait sérieusement intéresser les concepteurs de sous-marins commerciaux ou encore, bien évidemment, le domaine militaire qui est très souvent intéressé par ce qui est discret. Évidemment, oui. Bon, peut-être une petite balade en sèche mécanique hein, pour observer les fonds sous-marins la prochaine fois. Pourquoi pas. Merci Mara pour toutes ces infos. Merci à toi Chloé, merci à tous, bon week-end. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end.